Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Darmanin et la loi immigration, une dissolution d'un mouvement chrétien pour détourner l'attention. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier tous ceux qui financent cette chaîne à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, eh bien, des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, ma chère Caroline Darbini, Ambition, Création, Rénovation, Bibi Fricotin, Rosane Carvala, Pierre Bourdin, Jean Merle, merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Et quand je dis vous êtes formidables, nous avons atteint 60 000 abonnés. C'est votre succès. J'ai été éduqué selon une règle, le moi est haïssable, hein, c'était la formule de Blaise Pascal. Oui, si on abandonnait tous un petit peu nos égos, notre grosse tête, et si on retrouvait le goût de la fraternité, eh bien, nous ferions des choses formidables. Si tous les patriotes pouvaient enfin discuter entre eux, oui, on pourrait renverser la table. Allez, c'est le vœu que je peux formuler pour l'année 2024. Alors, on continue évidemment le combat, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux, et puis les gentils messages. Et puis, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints hier. On va revenir sur la vidéo qui a eu quelques succès, celle sur Michel Onfray. Et puis Alexandra Orion-Caude a eu la gentillesse, une fois de plus, de me remercier. Soutenir les justes devrait être notre mission première. Merci à Alexandra Orion-Caude. Et puis, dans la vidéo sur Michel Onfray, je dénonçais l'attitude du philosophe vis-à-vis non seulement des non-vaccinés, mais également vis-à-vis du christianisme, avec sa thèse sur Jésus. Complètement grotesque, comme je l'ai montré dans mes vidéos précédentes. Et voilà qu'à la une du Figaro, il y a encore de la christianophobie. On dirait qu'il y a un fil directeur en ce mois de décembre. Que se passe-t-il? Gérald Darmanin annonce la dissolution d'Academia Christiana, un mouvement catholique traditionnaliste. Brrr, ça fait peur, la dissolution d'un mouvement catholique traditionnaliste. Alors on les connaît un petit peu sur cette chaîne, Academia Christiana, puisqu'ils ont organisé de nombreuses rencontres. On se rappelle que Philippe Murer, notamment, y avait participé. Gérald Darmanin a annoncé cette dissolution au micro de Brut. Nous présenterons leur dissolution au Conseil des ministres dans les semaines qui viennent. Gérald Darmanin annonce sur Brut la dissolution du groupe Academia Christiana, un mouvement catholique traditionnaliste d'extrême droite. Brrr, je tremble. Et oui, ça fait peur, un mouvement catholique traditionnaliste d'extrême droite. Voyons un petit peu l'accusation. Alors l'accusation, ce ne sont pas les juges aujourd'hui qui rendent la justice, ce sont les journalistes. Dans tous les journaux, vous retrouvez la même dépêche, à la virgule près, reprise. Il n'y a aucun travail journalistique dans ce que je vais vous lire. Sous prétexte d'une prétendue menace pesant sur les Français, ce groupe légitime de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes, a précisé à l'agence France Presse une source proche du dossier. Pour ce faire, elle utilise un vocabulaire guerrier et incite de manière explicite ses militants à s'armer et à partir en croisade, a ajouté cette source. D'autre part, et en cohérence avec cette menace qui guetterait la France, Academia Christiana présente la légitime défense comme nécessaire, a-t-elle encore dit. Alors, il y a des choses qui me gênent un peu, c'est une source, on ne connaît pas laquelle, et puis si c'est cela, en effet, c'est un groupe extrêmement dangereux, la violence physique, le recours aux armes, ils veulent partir en croisade. Ouh, mais on a affaire à de dangereux terroristes chez Christiana. Allez, on va cesser l'ironie facile et étudier ce texte qui est quand même une merveille dans le genre. Sous prétexte d'une prétendue menace pesant sur les Français. Alors j'aimerais savoir de quoi il s'agit. C'est quoi cette prétendue menace? Est-ce qu'il s'agit des 130 attaques au couteau par jour? Est-ce que c'est l'explosion de la délinquance? Dans ces conditions, c'est pas une prétendue menace, c'est une réalité, donc ça ne peut pas être un prétexte. Ils ne se rendent même pas compte que les mots s'entrechoquent entre eux. Et puis, la dernière phrase, alors là, elle est magnifique. Academia Christiana présente la légitime défense comme nécessaire. Mais ils se rendent compte de ce qu'ils écrivent, ces journalistes. Légitime a un sens très précis. C'est ce qui est reconnu par le droit, conforme à la justice. En effet, lorsque vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre. C'est dans le code pénal. Est-ce que le journaliste remet en cause donc notre droit ?
Et puis, il y a le milieu de l'article. Elle utilise un vocabulaire guerrier. Alors, c'est le genre de formule qui ne signifie rien et qui, en plus, remet en question la liberté d'expression et incite de manière explicite ces militants à s'armer et à partir en croisade. Vous remarquez le mot croisade entre guillemets. La croisade, normalement, c'est pour libérer le tombeau du Christ. Cela ne se fait plus depuis quelques siècles. C'est quelle croisade est-ce qu'on pourrait définir? En tous les cas, lorsque je regarde ces éléments, je les cherche un petit peu partout, je ne vois rien qui a un rapport avec incite de manière explicite ces militants à s'armer et à partir en croisade. Non, manifestement, c'est de la diffamation. Car lorsqu'on regarde les années d'existence de Academia Christiana, il n'y a jamais eu d'attaque, il n'y a jamais eu de mort, il n'y a jamais eu de volonté de faire du mal à quelqu'un. Oui, c'est encore un article de presse comme on a l'habitude d'en lire dans les journaux aux ordres. Alors, si je résume, cet article nie le problème de l'insécurité, refuse la légitime défense aux citoyens, qui est pourtant dans notre droit. C'est dans une certaine mesure un article de christianophobie. Ensuite, il y a un refus de la liberté d'expression. L'article est non sourcé et dit des choses qui se rapportent à la diffamation. Alors, le mieux, c'est peut-être d'aller voir directement à Academia Christiana et de leur donner la parole. La parole à la défense, donc. Alors où les coups de couteau fusent matin, midi et soir, la priorité de la République est de dissoudre un institut de formation dont les cadres sont tous d'honnêtes pères et mères de famille. Quand un gouvernement entrave la liberté d'association et d'expression, quand tout ce qui est jugé contraire à l'idéologie dominante est menacé de censure, quand on condamne à la mort sociale les réfractaires, c'est bien ce qu'on appelle un système totalitaire. N'oubliez pas que c'est par la peur que le credo progressiste se maintient au pouvoir. Sur cette chaîne, c'est ce que nous montrons depuis des mois. Academia Christiana ira devant les tribunaux pour contester cette procédure absurde qui manifeste une fois de plus que nous sommes sortis de l'état de droit. Et si vous voulez vous faire une idée exacte de ce que c'est Academia Christiana, eh bien je vous mets le petit clip de présentation. Regardez-le. Conserver et entretenir la flamme, l'espérance. Ce que nous voulons, c'est refaire un peuple. Refusons la soumission car demain ne se fera pas sans nous. La christianophobie existe. Avec la dissolution annoncée par Gérald Darmanin de Academia Christiana, nous la rencontrons. Ouvrons les yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela ressemble de plus en plus à des persécutions religieuses. Interdiction des crèches, interdiction parfois même de mettre un sapin de Noël, des décorations qui ne ressemblent plus à celles de Noël. Je vous renvoie notamment à mon épisode sur la ville de Nantes. Vous avez Michel Onfray qui voit les portes des studios lui être ouvertes pour dire n'importe quoi sur Jésus-Christ. Et là, maintenant, vous avez dissolution d'un mouvement catholique qui n'a jamais commis un délit. Oui, trop c'est trop. Et puis, comme le rappelle Gabriel Cluzel, qui seront les prochains? L'Uni, les scouts, les petits chanteurs à la croix de bois, ça devient délirant. Qu'ont-ils détruit? Qu'ont-ils agressé? Pendant ce temps-là, les soulèvements de la terre vont très bien, merci à eux. Oui, c'est ce que nous rappelle Mathieu Vallée. Les soulèvements de la terre ont encore frappé à Val-de-Reuil ce dimanche. Après avoir séquestré un vigile, ils ont tout cassé sur le site de Lafarge et ont même agressé des policiers. Faudra-t-il un mort pour que le Conseil d'État se décide à enfin dissoudre ce groupuscule d'ultra-gauche? Pour dissoudre Génération Identitaire, les Zouaves ou Division Martel, c'était pourtant pas la même histoire. À chaque fois, ce collectif revendique des actions où l'on casse du policier, l'outil des commerçants. Je n'appelle pas ça des militants écologistes, mais des ultra-violents avec des méthodes de voyous. À quand la fin de l'impunité de l'ultra-gauche en France? Eh bien, avec ceux qui nous dirigent, c'est très compliqué parce que c'est dans une certaine mesure leur bras armé. Le Mans, 72, 8 antifas interpellés après plusieurs dégradations sur des établissements du centre-ville lors d'une manifestation. 3 d'entre eux en possession de couteaux et de drogue placés en garde à vue. Pendant ce temps-là, des honnêtes gens, des pères de famille, des mères de famille, ne pourront plus aller ensemble à Academia Christiana. 2 poids, 2 mesures. Allez, je laisse le mot de la fin à Gabriel Cluzel. Incroyable, c'est que on conteste des célébrations évidentes. Enfin, Noël, il n'y a pas besoin d'être un catholique pratiquant pour
pour célébrer Noël. Noël, c'est vraiment la fête de la paix pour tous. C'est la magie de Noël, c'est les illuminations, c'est même la prime de Noël. Je ne crois pas que des gens qui ne sont pas chrétiens la refusent au motif que ce nom les heurterait. Bon, donc c'est vraiment la fête qui réunit. Nous en avons infiniment besoin en ce moment parce que vraiment l'actualité est plombée et on voit des mairies qui refusent ce simple petit plaisir à leurs administrés. Alors parce que les habitants de Bastia ont fait cela, mais ils pourraient faire école. Hein. Ceux de Nantes, ceux de Bordeaux aussi pourraient aller un peu protester auprès. Mais surtout, il y a un mot qui est tabou, c'est Noël. On peut plus dire Joyeux Noël. C'est hiver enchanté. C'est presque d'extrême droite. Vous voyez, c'est suspect. Vous voyez à quel niveau de délire nous sommes arrivés. Pour avoir l'esprit de Noël, est-ce qu'il faut qu'on se rende à Moscou ? Eh oui, les rues de Moscou sont véritablement féeriques et puis les transports en commun là-bas ne sont pas bondés. Qu'en est-il à Paris ? Est-ce que nous avons une telle féerie ? Est-ce qu'il est facile de circuler dans les rues de la capitale ? Eh bien, pas d'après le préfet de la région d'Île-de-France, Marc Guillaume. Les transports en commun à Paris ne seront pas en mesure d'absorber la masse de spectateurs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 si les utilisateurs franciliens habituels utilisent également les transports en commun. En fait, les transports franciliens, nous dit Philippe Béchade, ne sont déjà plus capables d'absorber les flux quotidiens, malgré la montée en puissance du télétravail, sans quoi la saturation serait catastrophique depuis 2 ans. Le problème, c'est leur gestion. Pour eux, le problème, c'est les franciliens. Autrement dit, les usagers des services publics sont priés pendant les Jeux Olympiques de rester chez eux. Confinés, quoi. Vous avez remarqué comment tous ces décideurs politiques, lorsqu'ils doivent faire face aux conséquences de leur politique, c'est-à-dire la catastrophe, ils se défaussent sur les Français. Ce n'est pas de notre responsabilité, ce sont les Français qui sont responsables. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire nous ont donné de beaux exemples que j'ai traités dans mes précédents entretiens. Alors, non seulement tous ces décideurs politiques sont sortis du cercle de la raison parce que leurs excuses sont, débiles, mais également ils montrent qu'ils n'ont plus aucune conscience, aucune humanité. Ils accusent des innocents. C'est cela, le monde de nos décideurs politiques. Aucune conscience, aucune humanité. Tenez, je vais vous présenter un beau spécimen. La Roche-Joubert. Moi, je me fiche de l'espèce humaine, a expliqué la productrice de télé à succès Alexia La Roche-Joubert. La caste se moque du peuple et même de l'espèce humaine. Ces gens nous ont désignés comme ennemis. Oui, il faudra rapidement s'en débarrasser. Comment peut-on parler à la télévision de cette façon-là, de se moquer de l'espèce humaine? Je vous mets par ailleurs l'extrait dans ma description. Et c'est dans ce petit monde que Gérald Darmanin essaie de faire passer sa loi sur l'immigration. Alors il a détourné l'attention en voulant dissoudre Academia Christiana et il a même déclaré qu'il était prêt à soutenir Édouard Philippe qui a menacé de ne pas voter sa loi. Cela tremble du côté de la place Beauvau et de l'Élysée. À l'Assemblée nationale, la loi immigration sur un fil. Et oui, ce lundi, il y a une motion de censure qui est déposée par le gouvernement. La grande crainte de Gérald Darmanin, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y ait une coalition contre le projet de loi. Normalement, les LR ne peuvent pas la voter. Le Rassemblement national non plus. Et ils ont pour la première fois des alliés chez les écologistes et même chez Édouard Philippe. Alors Gérald Darmanin fait ses grandes manœuvres, il clame son amour à Édouard Philippe en expliquant que ça sera le candidat de 2027. Est-ce que Édouard Philippe va être dupe? Ça, c'est autre chose. Quant aux LR, manifestement, ils ne veulent pas voter le projet. Cependant, Nicolas Dupont-Aignan nous explique tout. Projet de loi immigration, résumons. Les LR et les Verts déposent chacun une motion de rejet préalable. Tirage au sort, la motion verte sera débattue demain. Conséquence, les LR ne sont pas certains de la voter. Conclusion, les LR vont encore sauver Macron. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dupont-Aignan. Si les LR avaient déposé la motion de censure, les Verts ne l'auraient peut-être pas voté. Dans ce sens-là, j'en suis à peu près certain. Là, c'est peut-être la bonne occasion pour le Rassemblement national, pour les LR, de voter la motion de censure. C'est pour cette raison que Gérald Darmanin, n'est pas très serein. Bon, on ne va pas s'enthousiasmer. Nous savons
qu'ils n'ont jamais voté une motion de censure et que nous avons toujours été déçus. Mais peut-être qu'il y a une chance. Allez, on va tourner la page immigration, on va se rendre en Italie. Et qu'ont fait les écologistes? Des militants écologistes italiens ont peint les eaux de Venise en vert pour exprimer leur mécontentement face au manque de progrès lors du sommet climatique COP28 à Dubaï. Des militants ont déversé un colorant dans le Grand Canal et accroché une banderole sur le pont. Le saccage des eaux de Venise n'a pas du tout été apprécié par les autorités italiennes qui ont décidé enfin de prendre des mesures contre ces éco-terroristes. Expulsion des éco-terroristes étrangers et puis arrestation de ceux qui sont de nationalité italienne. Salvini demande aux juges d'être particulièrement intransigeants. Il faut dire que ces éco-terroristes ont vu leur espoir douché à la COP28, tollé après les déclarations de l'OPEP demandant à ses pays membres le rejet d'un accord ciblant les énergies fossiles à la COP28. La ministre française de la Transition énergétique, Pannier-Runacher, dit être stupéfaite et fait part de sa colère. Pour la petite histoire, le papa de Pannier-Runacher travaillait dans le pétrole. Et pendant ce temps, on apprend, grâce à nos amis climato-réalistes, que la Sibérie n'a jamais eu aussi froid début décembre depuis environ 40 ans. C'est la 3e année consécutive que la Sibérie connaît des valeurs aussi extrêmes. Et oui, comme les événements leur donnent tort, eh bien, ils passent à un autre mode d'action. Ils ne peuvent plus vous terroriser. Eh bien, ils vous insultent. C'est ce qui arrive d'ailleurs à Mac Lesguy. Le savant flou titre l'aberration. Je ne pouvais pas évidemment rater une telle une. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Marc Lesguy, pour mériter une telle campagne de dénigrement? Parce que l'article à l'intérieur, c'est une succession d'insultes. Regardons de plus près. Eh bien, Marc Lesguy a épinglé celui que nous adorons sur cette chaîne, Christophe Cassos. Impressionné par cette énergie de haine en sortant hier soir de mon nouveau labo, si on appelle éco-terroristes les activistes climat, comment qualifier ces mouvements? N'oublions jamais que les valeurs de l'extrême droite ne sont pas compatibles avec le climat. Tiens, je ne savais pas que le GIEC avait établi que tel ou tel courant politique était incompatible avec une lutte contre le réchauffement climatique. Moi qui croyais que c'était l'affaire de tous. Comme quoi, on ne lit jamais assez les rapports en détail. Et oui, Marc Lesguy avait montré l'imposture de Christophe Cassou et de tous ces éco-terroristes. Cela s'inscrit dans la diabolisation, ce qui n'est pas, rappelons simplement de la critique, de l'extrême droite. L'ensemble de l'écosystème pseudo-écologiste travaille à créer une sorte de démon d'extrême droite auquel ils pourront assimiler tous les opposants ou dissidents. Marc Lesguy, évidemment, a souligné l'imposture. Cela nous rappelle furieusement ce qui s'est passé pendant la pandémie. Tous ceux qui s'opposaient à Emmanuel Macron étaient taxés d'être anti-vax, complotistes et autres noms d'oiseaux. Tiens, on va rappeler quelques-unes des prévisions de ces gens. Le multimilliardaire et fondateur de CNN, Ted Turner, parlant en 2008 de la nécessité de réduire la population mondiale de 5 milliards de personnes pour éviter le réchauffement climatique. Repris par Philippe Murer, Ted Turner qui explique en 2008 que dans 30 ans, il fera 8 degrés de plus et la civilisation se sera effondrée. Mais quel clown dangereux! Et puis, il y a les solutions prônées par les écologistes qui sont remises de plus en plus en question. Pensez par exemple à l'arnaque des éoliennes. Et oui, elle explose au grand jour. La justice vient d'ordonner le démontage de 7 éoliennes dans l'Hérault. La raison, elles sont un véritable cimetière à oiseaux avec plus de 1000 oiseaux tués chaque année par ces éoliennes de l'Hérault. Ces grands ventilateurs laids, chers et totalement inefficaces. Les éoliennes tuent la nature, leur démontage doit être systématique. Sans parler des éoliennes alimentées au diesel quand il n'y a pas de vent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cet été, j'avais passé l'extrait d'un écologiste qui se plaignait que de nombreux oiseaux étaient en train de disparaître en Europe. Et j'avais posé l'hypothèse que c'était la faute des éoliennes. Je m'appuyais tout simplement sur ce que j'avais vu. Près de chez moi, il y a 3 éoliennes et il y a énormément de cadavres de rapaces autour des éoliennes. Eh bien maintenant, c'est officiel, les éoliennes tuent la nature. Alors l'écoterrorisme, j'ai l'impression que nous le voyons en action à travers ces grandes pales. Covid, Michel Sardou. Michel Sardou vient de réaliser que ses injections ne lui ont
au mieux servi à rien contre le Covid, ayant été victime d'un très fort Covid. Il vient même de déclarer « J'étais complètement KO à ne pas pouvoir marcher. J'avais tous mes vaccins, donc je me sentais à l'abri et finalement je l'ai dans le C comme tout le monde. » On lui souhaite bien évidemment bon rétablissement. Mais quelle évolution, souvenons-nous. Car sur France 5, devant un Véran ravi le 30 août 2021, Sardou défendait mordicus le pass sanitaire et expliquait que ce n'était pas une restriction de liberté. Il approuvait même sur le plateau Véran qui lui disait que ça permettrait d'être sûr qu'on serait au spectacle uniquement entre gens non contaminés ni contagieux. L'extrait est dans ma description. Contrairement à Michel Onfray, Michel Sardou, lui, a su reconnaître ses torts. Bravo, Michel Sardou. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous gouverne essentiellement par la peur. Peur du virus, peur du réchauffement climatique pour avancer leur fameux calendrier. Restons vigilants. Allez, c'est le moment d'ouvrir la page internationale. Nous étions vendredi. Le Conseil de sécurité rejette un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza en raison du veto des États-Unis. Il y avait 13 pour, contre les USA, bien évidemment, et l'abstention, le Royaume-Uni. Nous constatons que les Anglais évoluent. Et puis, ce veto des États-Unis empêche la communauté internationale d'agir. Et pourtant, il y a de nombreuses bonnes volontés. Vladimir Poutine a eu un entretien pendant 50 minutes au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Vladimir Poutine a longuement discuté avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ont indiqué l'exécutif de l'État hébreu et le Kremlin. Ce 10 décembre, le chef d'État israélien s'est plaint des positions russes face au conflit à Gaza, tandis que Vladimir Poutine a jugé primordial de sauver les vies civiles. Il serait temps, en effet, de trouver des solutions à ce conflit entre Israël et la bande de Gaza. Emmanuel Macron, quelle est la dernière facétie de ce pitre? Union européenne, Emmanuel Macron réaffirme son soutien à des négociations d'adhésion de l'Ukraine. Je crois que le mieux, c'est de laisser Vincent Herouette lui répondre. C'est partie des 4 pays les plus pauvres, où le revenu est le plus bas. Pourquoi? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'accointance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les petits contribuables français, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu ukrainien riche. Et ça me pose peut-être un petit problème. Cette séquence date un peu, bien évidemment, mais c'est pour vous rendre compte, si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, eh bien ce sont les contribuables français qui paieront. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment payé pour l'Ukraine? Je vous laisse la réponse. Et puis cette vidéo va s'achever sur le pitre de l'Élysée. Non mais au secours, pourquoi avons-nous le président de la République le plus nul de l'histoire de l'univers? Il refuse d'aller à la cérémonie de prise de fonction du nouveau président argentin, un autre cinglé. Celui-ci vexé lui envoie au mode bras d'honneur un maillot de foot signé par lui-même. Vive la liberté, et puis je vous laisse lire le mot. L'autre tâche, animée dans la contemplation permanente de son nombril, ne se rend même pas compte qu'on se moque de sa figure en prenant l'insulte pour un compliment. Il l'exhibe. Toute l'Amérique latine ricane et nous, on contemple le désastre. Voilà, cette vidéo vient de s'achever. Je vous remercie de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Et puis, je vais m'absenter 2-3 jours. Je pense que je serai de retour devant vous le 15 décembre. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.